Aujourd'hui, c'est un épisode de l'anecdote un peu spécial parce que je vais pas vous raconter une anecdote, mais tout un tas de petites anecdotes à l'occasion de la semaine de la presse qui commence lundi. Pour marquer le coup, le magazine pour adolescents Okapi a décidé de faire un dossier spécial sur la presse autour d'un thème sur le journalisme et l'histoire, les moments où le journalisme a fait l'histoire. Et ils m'ont contacté et ils m'ont proposé de réaliser, d'écrire pour eux ce dossier comme pigiste. Et du coup, j'ai accepté avec un immense plaisir. Et du coup, dès cette semaine, voilà, dans ce numéro d'Okapi, vous aurez un dossier que j'ai pu rédiger et j'en suis très heureux. Et je les remercie encore de m'avoir permis de faire ça, c'était super intéressant. Pour vous dire un peu les coulisses de comment ça se passe la rédaction d'un article, le plus compliqué, c'est d'arriver à réduire. On a un thème, on fait plein de recherches, on découvre plein de choses, et puis on se rend compte qu'il faut synthétiser et parfois même faire des choix, enlever des informations, et c'est hyper frustrant comme exercice. Alors je leur ai demandé l'autorisation de réaliser cet épisode, cette vidéo, dans laquelle je vais revenir sur des petites anecdotes, des petits points de détail qu'on n'a pas pu mettre dans l'article, mais qui me semblaient malgré tout un peu intéressants. Donc on essaye ce format un peu original à cette occasion, générique. Alors là, Non, parce qu'il y a quelqu'un qui anecdote géniale. Anecdote voilà, géniale. comme c'est 31, voilà. Pardon, je veux pas la survendre, mais anecdote géniale. Les écrivains sont de drôles de zig. Il fallait obligatoirement qu'on commence par parler d'Émile Zola. Hein, déjà parce que moi je suis prof de français, pas d'histoire à la base, et puis parce que quand on pense journalisme qui fait l'histoire, on imagine deux choses. On imagine évidemment J'accuse de Zola, et la dernière anecdote que je vais vous raconter tout à l'heure. Tout le contexte et tout est expliqué dans l'article. Il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que ce qui est connu surtout, c'est le titre, J'accuse. L'article en tant que tel, on le connaît moins, je l'ai lu pour... relu à l'occasion, et c'est vrai que c'est assez fastidieux parce qu'il revient vraiment en détail sur toutes les accusations, sur comment ça a pu se passer, sur les vices de procédure. Donc en fait, c'est assez fastidieux, assez laborieux à lire. En revanche, le titre, il claque, et c'est vraiment ce titre qui a marqué un peu l'histoire et le positionnement de Zola en faveur de Dreyfus. Et ce qui est marrant, c'est que le titre n'est pas de Zola, c'est Georges Clemenceau, qui à cette époque-là était directeur de rédaction de l'Aurore. Et ça fait un peu le même truc qu'avec Baudelaire et Les Fleurs du Mal, où c'est pas lui qui a trouvé le titre Les Fleurs du Mal, et pourtant c'est ce titre-là qui impacte vraiment les gens. Et bah là c'est pareil, J'accuse, ça vient de Clemenceau. Et il y a peut-être autre chose, dans l'article on dit vaguement que Zola aurait pu être assassiné par un anti-Dreyfusard. En vrai on n'en sait rien, il y a eu une enquête à l'époque mais qui n'a conclu à rien. En revanche, il y aurait un anti-Dreyfusard qui était ramoneur. Et qui aurait déclaré aux descendants de Zola que c'est lui qui l'avait tué en bouchant sa cheminée, puisque Zola est mort asphyxié à cause d'un feu dans la cheminée qui a couvé, donc les fumées de la cheminée l'ont intoxiqué, l'ont tué. Donc il y a un ramoneur qui a revendiqué l'assassinat de Zola, même si on n'en est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'affaire Dreyfus l'a suivi jusqu'au bout, puisque lorsque les cendres de Zola vont être transportées au Panthéon, le 4 juin 1908, y a un journaliste anti-Dreyfusard qui va tirer sur Alfred Dreyfus, qui était évidemment présent, qui va le blesser sans le tuer. Mais voilà, on sent que vraiment cette affaire Dreyfus et entre autres cet article J'accuse et cette prise de position de Zola va le suivre jusqu'au bout, même après sa mort. Alors ce qui est également hyper intéressant avec cette histoire de J'accuse, c'est que c'est un des premiers cas emblématiques, mais il y en a eu plein d'autres. On voulait aussi parler par exemple du manifeste des 121, de 121 intellectuels qui ont réclamé le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, et qui a fait vraiment scandale. Il y a eu d'ailleurs un article d'autres intellectuels qui leur répondaient en disant que non, au contraire, fallait pas encourager la désertion, etc. Donc ça a créé des débats. Il y a eu deux choses un peu gênantes avec cette histoire. La première, c'est que la fille de Malraux a signé le manifeste des 121, et Malraux à ce moment-là est ministre de la Culture de Gaulle, donc c'était pas très... Ça a été un peu compliqué, c'était un petit caillou dans la godasse de Gaulle quand même. Et puis d'autre part, Sartre, qui est quand même à ce moment-là déjà un homme extrêmement influent, extrêmement connu, et quand on va demander à De Gaulle s'il faut enfermer les signataires, en pensant à Sartre, De Gaulle a répondu « Vous n'y pensez pas, on n'enferme pas Voltaire ». Il y a plein d'autres exemples comme ça dans l'histoire qui ont suivi, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Hein, il n'y a pas eu que des bons manifestes comme ça signés par des intellectuels, mais Zola c'est vraiment le premier, c'est vraiment un cas d'école, autour d'une affaire ô combien importante à son époque.
Ensuite, on a cette double page un peu société, qui m'a permis de parler de Nellie Bly, qui est une jeune femme que je ne connaissais pas. C'est donc une journaliste américaine qui va inventer le reportage clandestin, c'est-à-dire que, alors elle va faire ça plusieurs fois. Dans l'article, on raconte comment elle a infiltré un asile à New York, en fait, pour dénoncer les conditions j'allais dire de détention, mais non, mais de traitement des malades. Mais elle va aussi faire ça dans des usines, et elle va vivre une vie un peu d'aventure par la force des choses, puisqu'elle va réaliser des piges pour tout un tas de journaux. Et donc elle va aller au Mexique, elle va faire le tour du monde en 72 jours pour faire plus rapide que Phileas Fogg dans le tour du monde en 80 jours. Elle va faire vraiment tout un tas de trucs, tout un tas de coups d'éclat. C'est Pulitzer lui-même du New York World qui va l'embaucher pour cette grosse mission dans l'asile. Donc ça, je crois pas qu'on ait eu le temps de le dire dans l'article, mais voilà, les grands hommes et les grandes femmes se reconnaissent entre eux. Et puis moi, il y a un truc que je trouve assez marrant, c'est qu'elle s'est beaucoup battue dans ses articles pour défendre les femmes, la condition des femmes, etc. Puisque pour elle, ça a été évidemment hyper compliqué d'entrer dans ce milieu du journalisme à son époque. Et ce qui est génial, c'est qu'on va lui proposer plein de fois de participer à des meetings politiques féministes pour avoir des discours, etc. Et elle va systématiquement refuser. D'une part parce qu'elle n'a pas le temps, en fait, il faut qu'elle nourrisse sa famille, puisqu'elle s'occupe de sa mère, de sa sœur, de sa nièce, enfin voilà, il faut qu'elle nourrisse du monde, tout le monde compte sur elle. Ce qui fait aussi qu'elle va faire de plus en plus d'exploits, parce que dès que sa carrière chute, il faut qu'elle fasse un coup d'éclat pour repartir. Mais elle va aussi refuser parce qu'elle va dire, mais en fait, mon exemple suffit. J'ai pas besoin de faire des discours, en fait, regardez ma vie et vous verrez. Je trouve qu'il y a tellement de panache dans cette décision. Voilà. Nellie Bly, c'est une femme incroyable, méconnue. Donc allez faire des recherches, c'est vraiment stylé. Ensuite, évidemment, on a dû faire une double sur la guerre. Ouais, parce que spontanément, quand on se dit à quel moment le journalisme peut avoir un impact dans l'histoire, évidemment, en temps de guerre, c'est essentiel. Alors, il y avait toute une anecdote un peu longue, mais qu'on a été obligé de réduire au maximum, mais que je trouvais super intéressante, c'est dans la Grèce antique. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le journalisme ? C'est pas du journalisme en tant que tel, mais c'est l'importance de l'info, et de la rapidité et de la fiabilité de la transmission d'une info. C'est autour de la bataille de Marathon, qui oppose les troupes athéniennes de Miltiade aux Perses de Darius, donc en 490 avant Jésus-Christ. Les Grecs à l'époque ont ce qu'on appelle des hémérodromes, qu'en fait ce sont des athlètes entraînés à courir de longues distances pour transmettre un message. Okay, et autour de cette bataille de Marathon, il va y avoir deux Yoréus, parce qu'on est plus dans le domaine de la légende que de l'histoire, deux hémérodromes qui ont joué un rôle important. Le premier, c'est Philippides, qui a été envoyé par Miltiade jusqu'à Sparte pour transmettre l'info qu'ils ont besoin de renforts, et les Spartiates ne vont pas les rejoindre. This is Sparta! Donc ça, c'est d'abord Philippides. Ça a donné lieu à une course qu'on appelle d'ailleurs le Spartathlon, mais qui est moins connu que Marathon. Et le deuxième, c'est Euclès, dont on parle un tout petit peu dans le dossier. Euclès, qui lui, à l'issue de la bataille qui a été remportée par Athènes, à la surprise générale, va être envoyé par Miltiade dans la ville pour leur annoncer qu'ils ont gagné. Puisque la ville, à ce moment-là, est confinée et a peur de se faire raser par les Perses, puisqu'a priori, ils n'ont aucune chance. Et pourtant, ils gagnent. Et donc lui, il va courir 42 km à fond, jusqu'à Athènes, et quand il arrive, il s'écrie « Neni Kekamen », ce qui signifie « nous sommes vainqueurs, nous avons vaincu ». Et du coup, la ville est en liesse, etc. Et la légende raconte qu'il est mort en délivrant ce message, ce qui rend le truc un peu mythique, et c'est aussi pour ça, du coup, que le marathon, l'épreuve du marathon, fait 42 km, exactement la distance marathon-Athènes. Et ce qui est génial dans cette double anecdote, c'est que aucun des deux n'a eu réellement un impact sur l'histoire. Le premier, il est allé chercher des renforts qui sont jamais arrivés, et le deuxième, il est venu dire on a gagné, et il est mort, et voilà. Ça n'a pas changé l'histoire, la bataille était déjà terminée. Mais ce qui est génial, c'est de voir que les Grecs ont fait de ces deux personnages-là, puis après ils ont soudé un peu les deux versions, avec Philippides qui du coup est devenu le grand hémérodrome de la bataille de Marathon. Et pour eux déjà, c'était essentiel de mettre en valeur les hémérodromes pour mettre en valeur l'importance d'une information fiable et rapide et efficace en temps de guerre. Et évidemment, on va retrouver cette constante dans les années qui suivent et dans les siècles qui vont suivre.
Alors pour ce qui est de la bataille des ondes entre Radio Londres et Radio Paris, on dit beaucoup de choses hein, dans l'article, mais ça pose une question, c'est la question du support. C'est par la radio que ça va passer, que le camp de la résistance va passer, que le camp vichiste va passer aussi, pour essayer d'influencer la population. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du journalisme? Toute la question en fait. Oui, ce sont des radios, mais est-ce qu'il y a de l'information? Pas tellement en fait. On va utiliser ce médium qu'est la radio pour influencer au maximum l'histoire. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Mais est-ce que c'est pour autant du journalisme? La question s'est également posée, alors ça c'était sûr qu'on n'en parlerait pas, mais la question s'est également posée pendant le génocide au Rwanda, avec la tristement célèbre radio des Mille Collines, où on avait des journalistes à l'antenne expliquer où se planquaient les Tutsis, encourageant les Hutus à aller les massacrer. Alors oui, la radio à ce moment-là a un impact énorme sur l'histoire, puisqu'elle va vraiment participer en fait au massacre, mais est-ce que c'est du journalisme? Je suis pas sûr quoi. Donc c'est un peu la question qu'on s'est posée, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler en fait, qu'en temps de guerre, vraiment, ou en temps de conflit, puisque c'est une guerre civile au Rwanda, on va s'approprier en fait les outils du journalisme pour transmettre des infos, pour influencer, pour avoir un impact sur l'histoire. Et j'ai pas de réponse à cette question, hein. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a aussi, j'avais envie qu'on parle de plein de supports différents, de la presse écrite, de la télé, enfin vous avez vu, il y a eu plein de choses. Il fallait aussi qu'on parle de la photo. Et dans les photos hyper marquantes, il y a plein de photos en temps de guerre. Et il y en a une qui pop immédiatement dans la tête de tout le monde, c'est la Napalm Girl, la petite fille au napalm. Photo prise par Nick Hutt pendant la fin de la guerre du Vietnam, où on voit cette petite fille, alors on raconte toute l'histoire, le pourquoi plein de journaux américains ont hésité à la publier avant qu'elle devienne cette icône comme ça des civils en fait qui souffrent pendant la guerre. On parle aussi de Kim Phuc, donc la petite fille de la photo qui est maintenant qui a bien grandi, qui a créé une fondation pour justement venir en aide aux civils victimes de guerre, etc. Enfin bon bref, on raconte tout ça dans l'article, je veux pas en dire plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette figure de l'enfant qui souffre pendant la guerre, qui va avoir un vrai impact sur l'opinion publique. Alors, au moment où la photo est publiée, l'armée américaine est déjà en train de se retirer du Vietnam. Donc c'est pas ça qui va changer l'histoire. En revanche, c'est ce qui va définitivement persuader l'opinion publique américaine qu'il faut partir du Vietnam, quoi. Que ça n'a plus de sens, que c'est une guerre qui est horrible, et qu'il faut arrêter. Voilà. Et cette photo va avoir un impact symbolique, plus que réel, mais un impact symbolique énorme. Il y a plein d'autres photos comme ça qui ont marqué l'histoire, hein, comme ça, mais avec les enfants, c'est assez important. Il y a aussi le petit garçon juif du ghetto de Varsovie. Il y a aussi la photo d'Aylan, qui est plus récente, le jeune enfant migrant qu'on avait retrouvé mort sur une plage. Voilà, c'est des photos où quand on voit des enfants en souffrance comme ça a tout de suite un impact énorme sur l'opinion publique parce que c'est insoutenable en fait, et de montrer ces photos comme ça, c'est une façon aussi de bouleverser une opinion publique, et une photo vaut mieux que 1000 mots, donc voilà, c'était intéressant d'en parler. Alors il y a aussi sur cette double page l'histoire de l'interview piège de Klaus Barbie. On donne pas mal d'éléments, mais il y en aurait plein d'autres. Après cette interview, par exemple, les autorités boliviennes qui sont présentes proposent aux journalistes français de développer les bandes de l'interview sur place. Le caméraman file du coup des bobines vierges, et ensuite il s'échappe en courant jusqu'à l'ambassade pour aller développer tout ça, et pour pouvoir prendre les empreintes du coup de Klaus Barbie qui sont sur la photo. Vous lirez l'article, vous en saurez plus. Si vous voulez en savoir plus et que vous n'arrivez pas à vous procurer le magazine, je vous conseille cette vidéo, je vous la mets en fiche, tac, vidéo de Mamie Twink qui reprend toute cette histoire et qui est passionnante, qui moi m'a fait découvrir cette histoire, et du coup quand on m'a proposé le sujet, j'ai tout de suite pensé à ça, j'ai revu cette vidéo, je me suis dit il faut absolument qu'on parle de Ladislas de Hoyos et de Klaus Barbie, parce que c'est une histoire absolument dingue. Et enfin, on a une dernière double page qui reprend plusieurs petites histoires. Alors la première, vous le voyez, c'est celle de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur, en fait, c'est un fait divers sordide, terrible, non résolu, et c'est devenu une légende, une icône de la pop culture presque. On le trouve dans les jeux vidéo, on le trouve dans des jeux de plateau, on le trouve dans des séries, on le trouve dans des films, on le trouve dans des... Enfin, il y a même des ripérologues, donc des gens qui s'intéressent à Jack l'Éventreur et qui mènent à leur tour l'enquête pour essayer de débusquer son identité. C'est devenu vraiment un truc de fou, alors que c'est juste un fait divers sordide qui aurait pu rester un fait divers sordide. Et c'est vraiment la presse qui a participé à monter complètement la mayonnaise autour de cette histoire en inventant
complètement des preuves, en inventant complètement des éléments. On raconte même qu'il y a des journalistes qui se réunissaient dans les bars du quartier de Whitechapel, après l'enquête, de journaux différents, et qui inventaient des théories entre eux, pour qu'il y ait une sorte de cohérence malgré tout entre les titres, et qu'on arrive à faire durer un peu l'histoire, parce que ça faisait vendre beaucoup de papier, quoi. Donc on est vraiment à un niveau de déontologie, mais négatif, et ça a été une catastrophe. Et c'est entre autres pour ça qu'on l'a pas retrouvé. C'est une sorte de contre-exemple de ce que la presse doit pas faire. Voilà. Et en ça, c'est super intéressant. Alors on parle aussi, on revient très très vite sur la mort de Léopoldine et le fait que Victor Hugo a appris cette information dans la presse. Là pour le coup je vous renvoie à une de mes propres vidéos, voilà, sur la mort de Léopoldine. Vous aurez toutes les infos, tous les détails, comment ça s'est passé, pourquoi ça a été si dur à vivre pour lui. C'est une bonne vidéo qui a été plutôt appréciée par les abonnés de la chaîne, donc écoutez, si l'histoire vous intéresse, allez la voir. Ça complétera vraiment le tout petit encart qu'on a mis dans le magazine. On a également parlé du dessin de presse, avec évidemment ce tableau super connu de Rockwell, Le problème avec lequel nous vivons tous, tableau que quasiment tout le monde a déjà étudié au collège ou au lycée en cours d'anglais, hein. Donc je reviens pas sur toute cette histoire-là, qui est super connue, avec Ruby Bridge, la petite fille, etc., qui va à l'école, bon bref. Ce qui est intéressant, en parlant de ça, c'est que Norman Rockwell, c'est un peintre extrêmement connu, extrêmement important dans le XXe siècle aux États-Unis, et qui, en fait, a donné un peu ses lettres de noblesse à l'illustration de presse. Ce tableau, il l'a publié dans Look, un magazine dans lequel il est allé, parce que dans le précédent titre pour lequel il travaillait, il estimait qu'il n'avait pas suffisamment les mains libres pour peindre ce qu'il voulait, de la manière qu'il voulait. C'est un tableau qui est génial, et qui, voilà, permet de dire, ouais, l'illustration de presse, ça peut être de l'art, ça peut être du grand art. Et Rockwell, il faisait ces tableaux, c'était des vraies toiles, et après, on les récupérait et on les miniaturisait pour les faire rentrer dans les magazines et dans les journaux. Et oui, il y a des grands peintres qui ont illustré dans la presse, comme il y a de très grands écrivains qui ont écrit dans la presse pour vivre, en fait, tout simplement. Et enfin, je vous disais, on a ouvert sur J'accuse, parce que c'est impossible de pas en parler. On conclut sur le Watergate. Voilà, on pense à ces deux choses-là. Journalisme qui fait l'histoire, on pense J'accuse et on pense Watergate. Si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires. Et à quoi vous pensez quand vous entendez ça? Il y a peut-être plein d'autres histoires auxquelles on n'a pas pensé ou qu'on n'a pas pu mettre, et qui vous semblent intéressantes. N'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. C'est super intéressant. Toujours, quand vous me proposez des pistes de réflexion comme ça, j'adore après aller les fouiller. Donc n'hésitez pas à me dire à quoi ce thème vous fait penser. Alors le Watergate, pareil, on a donné plein d'infos dans le magazine. Il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes avec cette histoire. La première, c'est que, effectivement, les révélations du Washington Post ont été essentielles dès le départ de l'enquête, mais qu'en fait, une fois de plus, c'est pas vraiment la presse qui fait avancer. La presse maintient l'opinion publique attentive à cette question-là, mais ce sont les révélations des personnes qui ont été arrêtées pendant le cambriolage du Watergate qui vont progressivement faire avancer les enquêteurs. En revanche, la presse, par l'intermédiaire de Bob Woodward et de Carl Bernstein, va permettre de maintenir cette pression et d'avancer des hypothèses de plus en plus précises et de plus en plus fines, notamment grâce à leur informateur, Gorge Profonde. Ce qu'on n'a pas eu le temps de dire, c'est que Gorge Profonde, donc, qui était le numéro 2 du FBI, n'a pas eu la volonté de donner directement les infos à Woodward. Il lui disait, il faut aller chercher par là. Et quand Woodward arrivait en disant, bah, j'ai trouvé ça, c'est vrai ou pas? Et là, leur informateur confirmait ou infirmait ce qu'il disait. Il a jamais balancé directement. Et puis il y a tout le décorum, en fait, absolument génial des enquêtes, de l'espionnage et tout, avec les codes, voilà, pour savoir quand, justement, leur informateur voulait recevoir Woodward, il déplaçait le pot de fleurs sur son balcon. En fait, selon la position, ça voulait dire j'accepte de te recevoir ou j'accepte pas de te recevoir pour te donner des infos. Il y a eu plein d'échos à cette histoire-là, ils ont été récompensés énormément, les deux journalistes. Il y a eu un film sur eux, Les Hommes du Président, un film qui est, pour ma génération, est surtout connu pour avoir été le film de base, de la trame de base du grand détournement de la classe américaine. C'est la classe. C'est vraiment une histoire absolument ouf. Il y a une vidéo aussi qui est très bien, alors il y en a plein, des vidéos sur Watergate, il y a plein de trucs. Je trouve qu'il y en a une qui est assez concise, assez claire, assez complète, qui reprend vraiment toute l'histoire et qui est plus précise évidemment que ce qu'on a pu mettre dans l'article, qui a été faite par Nota Bene. Voilà, je vous la mets en fiche ici. Voilà, vous trouverez quelque chose d'assez intéressant, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. N'hésitez pas du coup à aller lire Okapi le dossier
sur la presse et l'histoire, pour avoir les infos de base. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires s'il y a d'autres histoires comme ça auxquelles vous pensez lorsqu'on vous dit moments dans lesquels le journalisme a fait l'histoire. N'hésitez pas à nous partager ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne, d'autres épisodes de l'anecdote, d'autres formats aussi que je peux faire. J'ai lancé récemment, la semaine dernière, un nouveau format sur les adaptations de bouquins au cinéma, sur Cyrano, donc allez voir ça aussi. Et puis je vous souhaite une bien bonne journée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ou sur Twitch, ou sur Insta, ou sur TikTok, je suis un peu partout. N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là. Ciao tout le monde. Eh mais t'es un minable. Et tu te crois le meilleur journaliste du monde, mais c'est incroyable ça. Meilleur journaliste du monde, incroyable ça. Bon, maintenant t'arrêtes.